Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. J'ai remboursé ma dette carbone. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un sujet qui n'est pas si facile que ça. Ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête. Je ne sais pas trop par quel sens le prendre. Donc, allez, je me lance. On se jette à l'eau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est régulièrement que des proches, des amis, des connaissances ou des personnes sur des forums, sur des réseaux sociaux, etc. me lancent sur le sujet de ta voiture n'est pas écolo. La voiture écolo, la voiture électrique n'est pas écologique. Et sincèrement, moi, quand j'ai décidé de passer à la voiture électrique, ce n'était pas mon principal motif qui m'a conduite à acheter une voiture électrique. J'ai acheté une voiture électrique essentiellement pour le côté un petit peu technologique, certes, un peu geek, évidemment. Pour le côté économe, quand j'ai commencé à regarder un petit peu dans le détail et de voir à quel point on pouvait faire des économies en roulant à l'électricité, j'en étais convaincu. Mais comme je vous le mets dans cette toute première vidéo de la chaîne YouTube, alors franchement, bon, faites pas gaffe au style, c'était la toute première, je l'ai encore regardé récemment. Wow. Mais dans cette première vidéo, je vous expliquais un petit peu les raisons pour lesquelles on passait à la voiture électrique. Et une des raisons qui nous motivait, Rosanne et moi, c'était aussi pour ne plus rouler à l'essence, ne plus rouler au pétrole. Et derrière, c'est vrai que beaucoup de personnes nous posent cette question. Oui, mais la voiture électrique, est-ce qu'elle est écologique? Est-ce que c'est la solution idéale à l'écologie, etc. Bon. Et puis, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai bossé sur le dossier de la voiture électrique, etc., avant de nous lancer dans le comportement d'achat et de commander nos voitures, j'avais vu des articles qu'on pouvait rembourser notre dette carbone en voiture électrique après 30 ou 40 000 km et qu'ensuite notre dette carbone était effacée et devenait positive. Et donc je souhaitais aborder moi dans cette vidéo la notion d'empreinte carbone de la voiture électrique. Quelle est l'empreinte carbone d'une voiture électrique? Est-ce qu'elle est meilleure, pire qu'une voiture thermique tout au long de sa vie? Je sais que c'est un sujet qui est glissant. Il y aura sans doute beaucoup de commentaires, beaucoup de remarques. Je vous demande juste dans vos commentaires d'être tolérants, respectueux, etc. C'est un sujet qui est très compliqué. J'ai franchement pas la science infuse. Je vais essayer d'étayer mes propos en m'appuyant sur 2-3 articles ou parutions que j'ai vus. Je vais essayer de vous partager un petit peu tout ça. Et puis de répondre à cette question, cette affirmation que j'ai faite en introduction de cette vidéo. Eh bien, aujourd'hui, avec ma Tesla, j'ai remboursé ma dette carbone. On regarde ça ensemble tout de suite. Alors vraiment, je vais situer l'essentiel de cette vidéo sur la notion d'empreinte carbone. Et l'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est? Je vous mets ça tout de suite, on regarde ça ensemble. Alors selon le ministère de la Transition écologique, l'empreinte carbone, c'est un indicateur estimant la quantité de gaz à effet de serre émise pour satisfaire la consommation au sens large, biens, services, utilisation d'infrastructures, d'un individu, d'une population, d'un territoire ou d'une activité en tenant compte des émissions liées aux importations et aux exportations, quel que soit le lieu de production de ces biens et services. Il est important de noter notamment que le carbone, le dioxyde de carbone en fait, n'est pas le seul gaz à effet de serre. En effet, on retrouve aussi le méthane, le protoxyde d'azote et tout sur un impact environnemental différent. Et donc pour prendre un petit peu tous ces gaz à effet de serre ensemble, un indicateur a été créé et on raisonne en termes de masse équivalente carbone, donc kilo de dioxyde de carbone E équivalent. Exemple, 1 kg de méthane, c'est 28 kg de CO2 d'équivalent CO2. Lorsqu'on parle de CO2, on parle donc en fait d'équivalent CO2. Voilà, donc si on en revient à la voiture électrique, l'empreinte carbone de la voiture électrique va prendre en considération l'intégralité de son cycle de vie. Sa fabrication, avec notamment la batterie pour une voiture électrique, l'extraction des matières premières, pollution d'usine, etc. L'acheminement de son lieu de production à son lieu d'utilisation,
avions, camions, son utilisation, que ce soit en rejetant du CO2 par un pot d'échappement ou en consommant de l'électricité provenant de centrales à charbon. Et tout cela vient en fait d'engagements que nos politiques ont pris lors du protocole de Kyoto. En 1995, les pays se doivent de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre et de calculer leur empreinte carbone dans le but de mettre en place des stratégies permettant de diminuer ou compenser efficacement les émissions en question. En fait, toute cette notion d'empreinte carbone est liée à la problématique du réchauffement de la planète liée au gaz à effet de serre et des engagements des pays pour diminuer ces rejets afin de limiter et de ralentir le réchauffement climatique. Attention, j'en vois déjà certains commencer à s'énerver, à troller, peut-être même dans les commentaires de la vidéo. Je ne suis pas là pour entrer dans un débat politique et théorique, mais juste de parler de cette notion de gaz à effet de serre, comment on les mesure, quel est l'impact et la comparaison d'une voiture électrique à une voiture thermique. Donc dans le cadre du protocole Kyoto, la France, elle, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, de viser l'équilibre dans nos émissions de gaz à effet de serre et que notre territoire soit capable d'absorber via des écosystèmes comme les forêts, prairies, sols, agricoles, zones humides, etc. Donc pour atteindre cet objectif, il faut noter que il s'agit pour la France de diviser par 6 ses émissions de gaz à effet de serre en équivalent en 1995. C'est un challenge qui est assez impressionnant. En France, 25% de notre mix énergétique, c'est l'électricité. Ça signifie que 25% de notre production globale d'énergie sert à générer de l'électricité. Il apparaît donc nécessaire de décarboner notre mix énergétique, d'avoir une électricité plus verte, et c'est sur les 75% restants qu'il nous faut agir. Au sein de ces 75%, dans notre consommation d'énergie, 30% de la consommation d'énergie est liée au transport, et 17% au chauffage des locaux, sans compter ceux de l'industrie. Donc voilà un petit peu le challenge que les différents pays s'étaient lancés en 1995. Et il faut bien se rendre compte que la stratégie du déploiement et de la conversion pour les transports du véhicule thermique au véhicule électrique, en fait, rentre dans ce cadre-là de diminution des gaz à effet de serre. Pourquoi et comment? Donc à partir de là, si on veut comparer les émissions de gaz à effet de serre entre un véhicule thermique et une voiture électrique, il faut donc prendre en considération plusieurs choses. Il y a deux phases en fait dans une voiture. Il y a sa fabrication et son utilisation. Et en fonction de sa durée de vie, on va avoir un ensemble d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on voit les différentes étapes de fabrication d'une voiture électrique, la réception des matières premières, l'emboutissage des tôles, la logistique, l'assemblage de toute la tôlerie, la peinture de la voiture, son montage, son équipement, son contrôle, sa livraison, on s'aperçoit qu'il y a notamment dans tous ces process énormément de phases de transport, avions, camions, bateaux, etc. Et donc dans tout le cadre de la fabrication d'une voiture, on va prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre en équivalent carbone de toutes ces phases-là. Pour les voitures électriques, des études ont été faites et là par exemple, je vais vous citer une étude de l'ADEME que j'ai retrouvée dans un article qui nous parle de cette étude-là, qui peut être critiquable, mais ça nous permet d'avoir des notions, des idées. L'ADEME distingue la fabrication du véhicule et celle de sa batterie, donc elle propose l'équivalence suivante pour les facteurs d'émission. Donc selon l'ADEME, le facteur d'émission associé à la fabrication d'une voiture électrique de moyenne gamme est de 83,6 grammes de CO2 équivalent par kilomètre parcouru par cette voiture. Cette valeur est très proche d'ailleurs d'une valeur publiée par Tesla qui estime que pour son modèle 3 produit aux États-Unis, la fabrication émet 88,55 grammes de CO2 équivalent par kilomètre. Dans ces calculs, il faut bien aussi se rendre compte, notamment par rapport à la voiture thermique, c'est que dans ces gaz à effet de serre, 45% de cette émission viennent de la batterie. Pour la voiture thermique, dans cette étude de l'ADEME, la fabrication, l'ADEME mesure à 40 grammes équivalent CO2 par kilomètre pour la fabrication d'une voiture thermique, quelle que soit sa motorisation. Et donc on arrive à une notion qui circule beaucoup et qui s'avère vraie parce que beaucoup d'autres études le confirment. En effet, fabriquer une voiture électrique en termes d'empreinte carbone est plus mauvais que de fabriquer une voiture thermique. La messe est dite, on arrête les voitures électriques. On est tous d'accord? C'est pas si simple. Car en effet, comme je vous le disais derrière, pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone d'une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, il faut ensuite maintenant prendre en considération son utilisation. Et là,
c'est vraiment très différent entre une voiture électrique et une voiture thermique. Je vous montre un petit peu ce diagramme, ce schéma qui, je trouve, est très intéressant. Ce schéma nous compare l'efficacité énergétique mécanique des deux types de voitures. Si on prend sur la partie gauche, pour la voiture électrique, dans l'hypothèse, dans les mesures qui sont faites, ici, on va considérer que l'électricité est fournie par de l'énergie renouvelable. Cette énergie renouvelable va nous produire 18 unités, va être transportée par des câbles électriques et on a une perte d'une unité sur ces 18 liée au transport. Et donc lors du transport sur les pylônes électriques, on sait qu'on peut avoir des pertes et ici elle est mesurée à une unité. Donc il reste 17 unités qui vont être amenées jusqu'à la voiture. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si j'en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos. Une fois que l'électricité arrive chez nous à notre compteur, que ce soit par notre borne ou notre prise de recharge, on a une efficience qui n'est pas totale de notre borne et de notre prise, et une partie de cette électricité n'est pas totalement transmise à la voiture, soit par la borne, soit par le chargeur de la voiture. Et là, on considère dans cette étude que sur les 17 unités qui arrivent chez nous, 2,5 vont être perdues lors du processus de charge. Il va rester ensuite l'électricité restante qui est arrivée dans la batterie de notre voiture. 13 unités vont être utilisées pour déplacer la voiture et 1,5 unités sont perdues dans le fonctionnement ou dans des pertes énergétiques. Et donc au final, on a une efficience mesurée de 74% entre l'électricité produite par des panneaux solaires, des éoliennes, etc. et ce que la voiture va vraiment utiliser derrière. 74%. Si on regarde derrière la partie thermique, sur une voiture thermique, on va considérer que sur 100 unités liées au pétrole, 12 unités vont être perdues lors du transport et de l'acheminement du pétrole et son raffinage jusqu'à la pompe à essence. Il nous reste donc 88 unités. Et sur ces 88 unités, 13 unités vont être réellement utilisées par la voiture pour bouger la voiture. Et 75 unités sont perdues liées à une problématique de rendement énergétique. Et là derrière, on se retrouve à une efficacité énergétique estimée à 13% entre le moment où on a pompé le pétrole et au moment où la voiture brûle le carburant pour avancer. 13% contre 74%. Ça nous donne une estimation, moi je trouve, assez importante. Je n'étais pas allé jusque-là, moi j'ai toujours vu que le rendement d'un moteur thermique était bien moindre que le rendement d'un moteur électrique. Mais c'est vrai que si on prend toutes ces étapes-là, on s'aperçoit que le rendement énergétique du pétrole pour servir de carburant dans une voiture est vraiment assez mauvais. 13% contre 72% pour une voiture électrique. Derrière, ça conditionne pas mal de choses. Et là, je vous entends. Non mais Armel, là, dans les chiffres que tu viens de nous donner, c'est un monde merveilleux où 100% de notre électricité vient du solaire, de l'éolien, d'énergie renouvelable. C'est pas vrai, Armel. Bah oui, c'est pas vrai. Notre électricité, elle vient en partie du charbon dans certains pays, même de l'utilisation du pétrole, de l'essence, sur des générateurs thermiques, du nucléaire, de l'éolien, de l'hydraulique, etc. Et donc, notre électricité n'est pas verte. Je vous voyais, vous étiez tous en train de vous énerver. Ah, tu vas nous dire que l'électricité c'est vert. Non, l'électricité c'est pas vert du tout. L'électricité c'est pas forcément écologique. Complètement. Et donc, pour en revenir à l'empreinte carbone de notre voiture, il faut qu'on estime l'empreinte carbone même de cette électricité. Comment cette électricité est produite? Et là, ça va vraiment différer d'un pays à un autre. Si on prend cette comparaison, par exemple, entre la France et les États-Unis, eh bien, si on compare, alors c'est des données que j'ai récupérées, donc j'ai des données en 2020 pour la production d'électricité en France métropolitaine, sur 500,1 TWh, 67,1% venaient d'énergie nucléaire, 13% de l'hydraulique, 7,9% de l'éolien, 2,5% du solaire, 2% des bioénergies, 7% du gaz, 0,3% du fioul et 0,3% du charbon. On voit qu'en France, on a une électricité qui est essentiellement produite par le nucléaire, en partie par les énergies renouvelables et très peu en fait par les énergies d'origine pétrole ou gaz, les énergies fossiles. Si on regarde par contre les États-Unis, alors là c'est les données de consommation que j'ai pu récupérer aux États-Unis sur le premier semestre 2020. Aux États-Unis, l'énergie consommée était à 35% liée au gaz naturel, 34% au pétrole, 8,7% au charbon, 9% le nucléaire,
4,9% la biomasse, 3,5% l'éolien, 3% l'hydroélectricité, 1,4% le photovoltaïque et 0,2% la géothermie. Et là, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, entre le gaz, le pétrole et le charbon, on est à quasiment 79, voire même 80% de l'électricité aux États-Unis qui est d'origine fossile. Forcément, le bilan carbone d'une voiture électrique aux États-Unis et d'une voiture électrique en France liée à son utilisation n'est pas du tout la même. Donc ainsi, l'ADEME a essayé de mesurer l'empreinte carbone de l'utilisation d'une voiture électrique versus une voiture thermique sur 10 000 km. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ils ont estimé sur 10 000 km par an que la consommation de la voiture électrique oscille entre 15 et 25 kWh, suivant les modèles, etc., en fonction de la saison. Et donc, ils sont partis dans leur étude sur une moyenne de 20 kWh au 100 km. C'est critiquable, mais je dirais voilà, on part sur cette idée-là. Si on regarde le mix énergétique de la France et des États-Unis, en France, le kilowattheure émet 0,0599 kg d'équivalent carbone au kilowattheure, alors qu'aux États-Unis, selon les données 2019, là, ils sont à 0,416 kg d'équivalent carbone au kilowattheure. C'est énorme. Et donc à partir de là, si on part sur une voiture qui consomme 20 kWh au 100 km, on a des émissions de 120 kg de CO2 pour 10 000 km pour la France et beaucoup plus pour les États-Unis. D'accord? Donc on va rester sur ces données présentées par l'ADEME pour la France. Concernant l'empreinte carbone d'une voiture thermique, le facteur d'émission pour une motorisation moyenne, en prenant en compte la combustion et la phase amont du carburant, est calculé et estimé à 214 grammes du CO2 par kilomètre, soit 2,2 tonnes de CO2 équivalent pour 10 000 km. Si on prend une voiture qui consomme en moyenne 6 litres au 100 km, le facteur d'émission pour le carburant atteint environ 3 kg de CO2 équivalent. On obtient ainsi 18 kg de CO2 équivalent pour 100 km, soit 1,8 tonne de CO2 équivalent pour 10 000 km. Et là, il rajoute, à titre de comparaison, c'est plutôt 3000 kg de CO2 équivalent pour 10 000 km pour un véhicule américain consommant en moyenne 10 litres au 100. Parce que c'est aussi une grosse différence par rapport aux États-Unis, c'est qu'ils ont des plus grosses voitures, des plus gros moteurs et que leur parc de voitures thermiques consomme plus. Donc à partir de là, on voit qu'on a des estimations et que, en effet, les voitures électriques émettent beaucoup moins de CO2 que les voitures thermiques, mais que ces émissions, cette empreinte carbone de la voiture électrique va différer d'un pays à un autre en fonction du mix énergétique de ce dit pays. Là, je vais vous montrer une autre étude qui nous compare les émissions des voitures thermiques par rapport aux voitures électriques. Première étude qu'ils ont faite, c'est qu'ils se sont dit, voilà, on va se mettre en Pologne. Pourquoi la Pologne? Parce que sur les pays d'Europe, c'est le pays où le mix énergétique ou le mix électrique est le plus mauvais en termes d'émissions carbone. Énormément de charbon utilisé pour la production d'électricité en Pologne. C'est là où le mix énergétique est le plus défavorable à la voiture électrique. Et donc, en allant chercher la batterie en Chine pour une voiture électrique, en la ramenant en Pologne, en produisant de l'électricité en Pologne avec énormément de charbon, qu'est-ce que ça donne? Et donc là, dans cette étude, il démontre qu'une voiture à essence émettra, une voiture électrique émettra 22% de moins de dioxyde de carbone qu'une voiture à essence et 28% de moins qu'une voiture à diesel. C'est moins, mais ce n'est pas extraordinaire. On se met dans un autre cas, imaginons on se place en Suède, aujourd'hui où la Suède est le pays où le mix énergétique électrique est le plus favorable et où une très très grande majorité est liée à de l'énergie renouvelable. Et donc, si on se place dans le meilleur des cas, là ce coup-ci, la batterie, la voiture électrique est produite en Suède, elle roule en Suède, qu'est-ce que ça donne? Et donc dans ces conditions-là, la voiture électrique va émettre 80% de moins de dioxyde de carbone qu'une voiture à essence et 81% de moins qu'une voiture à gasoil. Voilà, c'est une notion qui est vraiment très importante. L'empreinte carbone d'une voiture électrique est soumise à énormément de paramètres en fonction du pays où on est, du mix énergétique du pays, de où est produite la voiture électrique, etc. Si par exemple Renault produisait ses voitures électriques en France, qu'il produisait sa batterie en France, etc., il diminuerait d'autant son émission carbone liée à la fabrication de sa voiture. Et en France, notamment, on a une électricité qui est assez décarbonée, mais très tributaire du nucléaire. Je ne rentre pas dans cette vidéo, dans ce sujet-là, sur le débat du nucléaire, qui est un vrai débat. Attention, je ne suis pas en train de dire que la voiture électrique est une voiture verte, d'accord? On se positionne juste sur l'empreinte carbone de la voiture électrique par rapport au thermique. Et donc, en combien de kilomètres la voiture électrique va rembourser cette dette carbone qu'elle a depuis sa fabrication?
Et là, je vais vous citer une étude réalisée par une équipe hollandaise à Eindhoven, à l'Université de Hollande. Les professeurs Auke Hoekstra et Martin Steinburg, chercheurs en mobilité électrique et fondateurs du Master en technologie automobile de l'Université technique d'Eindhoven, hein, ça s'improvise pas. Et donc, ils ont comparé deux modèles, une Tesla, youpi, une Tesla Model 3 et une Mercedes classe C220D. Pourquoi ces deux modèles? J'en sais rien. Ils ont considéré qu'en termes de gabarit, de prix, de positionnement, on était sur des véhicules à utilisation comparable. Selon ces chercheurs, il ne faut que 30 000 km pour compenser les gaz à effet de serre liés à la fabrication de la Tesla Model 3 versus la Mercedes C220D. Et donc, dépasser ce kilométrage-là, rouler en voiture électrique devient favorable en termes d'empreinte carbone. Donc, en conclusion sur cette vidéo-là, je suis à un peu plus de 42 000 km maintenant sur la Tesla. Et donc, on peut considérer que depuis un peu plus de 10 000 km, ma voiture a une empreinte carbone favorable par rapport à une voiture thermique. J'ai compensé l'excès de carbone lié à la fabrication de la voiture et maintenant, j'émets beaucoup moins de carbone qu'une voiture thermique. Se positionne ensuite la durée de vie de voiture. On considère qu'une voiture thermique, bien sûr, il y a des exceptions, mais je pense, dites-moi en commentaire, une voiture thermique, on va être entre 200 et 400 000 km, je pense, d'utilisation pour ceux qui vont les entretenir le mieux et les faire vivre le plus longtemps. Sur des voitures électriques, si on regarde par exemple notamment sur les Tesla, aux États-Unis, on a certains utilisateurs qui ont déjà dépassé les 300-400 000 km avec les toutes premières générations de Model S. Et si on prend l'exemple de ma Model 3 batterie LFP d'origine chinoise, ils estiment que la batterie a une durée de vie entre 1 million et 1 300 000 km. Plus la voiture électrique aura une durée de vie longue, plus son empreinte carbone sera minime par rapport à une voiture thermique. C'est vraiment pas un sujet qui est facile à aborder, mais beaucoup d'études semblent vraiment indiquer cela. C'est-à-dire que, la voiture électrique a un bilan carbone défavorable pour sa fabrication, mais que son utilisation compense largement ce bilan carbone défavorable à la fabrication lié à son utilisation, et qu'à partir déjà notamment en France, du fait de notre mix carbone électrique, à partir de 30 000 km, on a effacé cette dette carbone. Est-ce que pour autant, ça rend la voiture électrique verte? C'est un autre débat. Je ne vais pas éluder, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Certes, il y a beaucoup de questions importantes à se poser en termes d'écologie sur la voiture électrique. Les conditions d'extraction des différents métaux qu'on utilise pour les batteries, le lithium, le nickel, le cobalt, le fer. Et là, on est tous d'accord qu'il y a énormément de choses à faire. Il ne faut pas se leurrer non plus. L'extraction du pétrole, son utilisation, son transport, etc. D'un point de vue écologique, on peut aussi se poser des questions. Donc aujourd'hui, moi, à tous les gens qui me disent « Oh là là, arrête de me dire que ta voiture électrique est une voiture verte et écolo », non, elle n'est pas verte et écolo, évidemment. Par contre, en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'empreinte carbone, clairement, aujourd'hui, il vaut mieux rouler en voiture électrique en France que rouler en voiture thermique. En plus, on réalise énormément d'économies. Je vous mettrai ici en lien cette vidéo qu'on avait fait où au bout de 5 mois, on avait déjà réalisé 2000 € d'économie par rapport à nos deux voitures thermiques précédentes. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à réagir. Respectez-vous et soyez tolérants les uns avec les autres parce que je sais que c'est un sujet qui peut être polémique. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.